Bienvenue dans Nos Avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ces conversations, toi l'adulte en devenir, ou le nostalgique de l'insouciance de la vie étudiante. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode du podcast, accompagné de Clémentine, connue sur internet sous le pseudo de Mikanke. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous invite à aller le voir sur Instagram, il se trouvera dans les notes du podcast. À travers ses dessins, elle nous partage ses petits bonheurs du quotidien, des références culturelles ou des réflexions plus engagées. Elle nous parle de son expérience très formatrice, de cette trompée d'études en première année qui l'a emmenée vers les facs de lettres, son envie de devenir prof qui s'est vite chassée par le fait de vouloir faire de l'illustration son quotidien. On a également évoqué son expérience d'au pair à Oxford. Clémentine a abordé ses études de façon assez sereine car elle a su s'écouter. Pour finir, elle nous a présenté son mémoire. Il traite de la représentation de la sexualité féminine au Moyen-Âge, ainsi que de l'impact que ça a encore aujourd'hui. Il nous est arrivé d'aborder la question de la représentation du viol. Si ce sujet est délicat pour toi, sache que je l'indiquerai avant que cette partie de la conversation ne démarre. Et je te dirai à quelle minute te rendre. Je suis heureuse d'avoir réalisé cet épisode avec elle, et j'espère qu'il te plaira autant qu'à moi. Bonjour, je m'appelle Clémentine et on me connaît peut-être plus sous le pseudo de Mikanke sur Instagram parce que je fais des illustrations sur Instagram. Et voilà, je finis bientôt mes études en master recherche en littérature médiévale. Ok, et tu as quel âge actuellement ? J'ai 25 ans. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours depuis le bac ? Alors, depuis le bac, donc déjà moi j'ai fait une série scientifique en Normandie. J'ai fait une série S avec une option qui s'appelait ISN. Je sais pas du tout s'il y a encore cette option aujourd'hui, mais oui. Du coup c'était informatique et sciences du numérique. Donc c'était un peu, on créait des sites, il n'y avait aucune prétention, on faisait vraiment des choses très basiques, on touchait un petit peu du CSS et de l'HTTP, enfin bon, bref, PHP, pardon. Et sinon, à ce moment-là, j'hésitais vachement dans les parcours dans lesquels je voulais continuer et évoluer. Et j'hésitais entre architecture, donc parce que j'ai fait un parcours scientifique, parce que j'étais bonne élève et que je gérais bien en sciences. Mais j'aimais beaucoup toujours la littérature, donc j'hésitais entre des parcours très artistiques et quelque chose d'un peu... scientifique, et l'architecture semblait correspondre à cet entre-deux en fait, parce que c'est assez pluridisciplinaire et il y a des choses où on doit vraiment connaître l'histoire, le patrimoine, il y a beaucoup de ça, et en même temps il y avait un ancrage scientifique, et je me disais comme ça j'ai pas perdu 2 ans avec ma série, enfin avec mon lycée et ma série scientifique, donc ça semblait être le bon compromis entre les deux, et donc j'ai commencé mes études d'architecture à Paris-La Villette, donc dans le 19e arrondissement. Donc tu t'es rendu compte que ça te plaisait pas ? Ouais, parce qu'en fait, comme j'étais un peu tiraillée déjà en sortant du lycée, j'avais cet amour pour la littérature, pour les choses très artistiques, parce que voilà, quand j'étais au lycée, j'ai fait aussi une option art plastique. Donc j'avais vraiment ce background un petit peu d'amour pour les arts et la littérature. Et du coup, j'avais un peu ce compromis qui s'est intensifié quand j'ai commencé mes études d'architecture, où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un décalage entre les gens en architecture et moi. Et en même temps, je pense que j'ai pas eu de chance, mais j'ai eu des profs aussi qui m'ont pas du tout plu. Et je me suis très vite rendu compte au bout d'un semestre et demi que ça n'allait pas du tout être pour moi, ces études-là, malgré le fait que j'ai réussi mon semestre, que j'avais des super amis et que globalement je me satisfaisais quand même des enseignements qui étaient dispensés là-bas. Mais je savais que je voulais pas faire ça dans le futur, et je me disais je peux pas faire 7 ans d'études, parce que je voulais plutôt faire 7 ans que 5 ans, parce qu'il y avait du coup... HMO. Ouais, c'est ça, on pouvait être plus spécialisé. Comme moi, j'aime bien pouvoir faire toujours le maximum et pouvoir avoir le plus d'armes en main. C'est une métaphore ultra violente, ça mais... Ça va bien dans la période, là. Exactement.
je me disais... j'en avais pour 7 ans et je me rendais compte que ça allait pas du tout coller, que je pourrais pas faire ça pendant aussi longtemps avec ce petit sentiment au fond de moi, ce petit doute qui faisait que grossir au fur et à mesure des mois. Et je me rendais compte que ça allait pas le faire et du coup j'ai arrêté en février, je crois. Okay. Et comment t'as vécu cette période ? Est-ce que t'avais de la pression vis-à-vis de tes proches ou vis-à-vis de la société sur le fait que tu t'étais trompée ? Quand je l'ai... Ah oui, une chose aussi que j'ai pas spécifié, c'est que les études d'archi, parce que du coup toi aussi t'es en architecture, ouais. Ça, c'est assez cher. Alors j'étais dans une école publique, donc j'avais pas... En plus j'avais une petite bourse, donc j'avais pas à payer les frais d'inscription. Par contre, c'était beaucoup d'argent investi dans tout ce qui était maquette, et c'est des choses qu'il fallait acheter quasiment toutes les semaines. Et en même temps, à côté de ça, j'avais pas le temps d'avoir un job à côté parce que c'est des études très prenantes. Tu travailles en général parce que c'est des études passion en général. La plupart des gens, ils sont à fond dedans, ils passent quasiment toute leur journée à l'école. Et moi, je me sentais un peu en décalage parce que je me disais merde, j'ai pas assez d'argent. J'étais à la fin du mois souvent à découvert. Et comme je suis la première d'une fratrie de 3, enfin on est 3 sœurs, donc moi je suis l'aînée, et je me disais, je peux pas mettre dans le cambouis ma mère, parce que j'ai 2 sœurs après, et je pouvais pas prendre un prêt étudiant, enfin c'était compliqué, donc j'avais aussi cette pression-là, du coup, financière, qui était aussi sur moi. Et la bourse, j'avais vraiment une toute petite bourse, j'étais peut-être échelon 0 bis. 0 bis, ouais. Et donc ça faisait rien du tout. À Paris en plus, quand on a à payer le métro, tout ça, ça fait qu'à la fin du mois, j'étais souvent à découvert. Et j'avais peur un peu pour l'avenir. Je me disais, mince, je peux pas faire ça pendant 7 ans, va falloir que je travaille tous les étés pour contrebalancer. Donc moi, la pression, elle était beaucoup sur ça, ce qui est triste en même temps parce que du coup... ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être pas la possibilité comme moi de changer de voie parce que c'est leur passion de faire de l'architecture, admettons, ou un autre parcours. Moi, du coup, j'avais ce dilemme. Enfin, le dilemme était c'était assez simple comme décision à prendre parce que je me disais, bon, au moins, je veux changer. Financièrement, ça va pas, donc autant changer. Et ma mère était hyper derrière moi. À me dire t'as raison, si ça te plaît pas. Ma maman elle me dit toujours quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc quand t'as un petit sentiment que quelque chose ne va pas, faut t'écouter. Et je venais d'avoir j'ai fait une série S du coup comme j'ai déjà dit, et j'étais un peu déjà tiraillée à ce moment-là, donc elle m'a dit écoute tu t'es déjà mis beaucoup de contraintes au lycée, un peu la société, parce que les profs te disent bon comme t'es bon élève, autant que tu fasses une série S, ça va t'ouvrir plus de portes. Et tirailler entre ça et un goût pour des choses bien plus littéraires, artistiques et tout ça. Donc ma mère m'a dit voilà, trop de contraintes, ça sert à rien que tu continues, moi je veux que tu fasses un truc qui te fasse kiffer. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui étaient plutôt derrière moi sur ce plan-là. Et du coup, j'ai arrêté et j'ai commencé à travailler. J'ai fait du babysitting de manière intensive. Je faisais genre 25 heures par semaine pour un peu renflouer les caisses. Donc la transition s'est faite comme ça. Ok, donc t'as fait ça pendant 6 mois. Non, parce qu'en fait, je sais pas du tout comment ça se passe dans ton école, mais moi, on commence les cours... En mars, nous. Voilà, c'est ça. Le deuxième semestre commence en mars et moi j'ai arrêté du coup en février, parce qu'on a un mois, je crois, entre les deux, quand le semestre se finit. Moi j'ai fait mars, mars on a eu, je crois, du coup un mois complet où on faisait rien. Après on a eu un voyage scolaire que j'ai fait parce que je me disais ça a peut-être réactivé des trucs, et à ce moment là après j'ai fait peut-être une semaine et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Donc c'est de mars à juillet que j'ai travaillé en garde d'enfants. Dans cette période-là, comment t'as trouvé ce que tu voulais faire pour la suite ? Comme tu vas peut-être t'en rendre compte, j'ai pas vraiment trouvé, parce que c'est un peu par défaut que j'ai fait des études littéraires. En même temps, j'aimais ça. Comme moi, je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse, je me contente assez vite d'un parcours si j'ai des profs, par exemple, qui expliquent très bien. Même si c'est pas quelque chose qui me passionne à 1000%, je suis intéressée, je suis curieuse, et du coup, ça va.
en fait. Et du coup, j'ai un peu fouiné sur le net. J'ai essayé de voir les parcours qui pouvaient le mieux correspondre à mes attentes et en même temps qui n'étaient pas trop chers. J'ai regardé pour des prépas artistiques et comme tu le sais, peut-être, les MANA à l'époque, soit c'est les écoles privées, soit c'est très sélectif. Dupéré, Boulle et tout ça, c'est des choses avec beaucoup d'étapes. Donc on a une première sélection, après on a un entretien, donc j'ai tenté, j'ai pas été prise. Et à côté de ça, j'ai demandé des prépas littéraires et la fac. Et j'ai été prise en fac. J'avais à Paris Diderot, donc dans le 13e arrondissement. Il y a une option particulière qui me faisait bien kiffer, qui est assez unique à cette université, c'est qu'il y a une pluridisciplinarité, qui est ce que j'aime particulièrement en général, et qui m'a fait choisir l'architecture au début. Du coup, on avait un tronc commun littéraire avec des choses communes à toutes les universités de France en littérature. C'est théorie littéraire, grammaire, des choses comme ça, un tronc commun assez basique. Et à côté de ça, on avait des choses, des enseignements type pratique de l'écrit. Donc on a fait des trucs un peu autour du journalisme. Et il y avait également de la socio, de la philo et tout ça. Donc des choses vraiment en dehors de normalement du tronc commun d'études de lettres, quoi. En général, c'est assez centré sur la littérature. Si on va à la Sorbonne, par exemple, c'est très classique, quoi, comme enseignement. Ok, donc là, t'as commencé exactement, c'était quoi l'intitulé de ton... Enfin, t'as fait une licence J'ai fait une licence, du coup, lettres et sciences humaines. D'accord. Voilà. Et avec un parcours au métier de l'écrit. D'accord. Pratique de l'écrit, pardon. Comment t'as vécu l'arrivée à la fac, l'autonomie Moi, ça m'a pas dérangé du tout parce que je travaille de manière très autonome depuis toujours. J'ai été en internat quand j'ai été en seconde. J'ai été du coup pendant 1 an en internat où j'ai appris à travailler seule. Comme on n'a pas ses parents qui sont là derrière soi, il faut un peu se débrouiller par soi-même. Donc j'ai jamais eu de problème pour me mettre au travail. Et c'est vrai que je pense que quand on est en fac, il faut avoir un peu cette autonomie. C'est pas naturel, mais en tout cas, comment on peut appeler ça ? C'est une rigueur de travail. Se dire, là, on te regardait, je sais pas, des YouTube et travailler, il faut un peu travailler. Ou en tout cas, il faut savoir gérer son temps pour pouvoir rendre en temps et en heure ce qu'on doit rendre pour la fac. Et en plus, moi, j'avais l'obligation de me rendre à l'université parce que j'avais la bourse, toujours. Même si c'était très petit, si c'était un tout petit peu d'argent, c'était déjà ça. Et du coup, t'as interdiction de louper 3 cours. TD, voilà, 3 TD par semestre. Donc, t'as pas intérêt... Voilà, exactement, ça va assez vite. Donc j'avais cette obligation d'aller à l'école, et puis, à l'école, à la fac, et puis ça me dérangeait pas, moi j'aimais bien, on n'avait pas non plus beaucoup de cours, c'était pas extrêmement chargé. Ça demande d'avoir une rigueur à côté, et moi je l'avais, donc ça m'a pas dérangé du tout. Et donc après ta licence, qu'est-ce que tu as fait ? Donc j'ai fait mes 3 ans de licence, à côté je travaillais, comme toujours. J'ai jamais quitté la famille avec qui je travaillais depuis mon année d'architecture du coup. Et je les connais toujours, je connais tout. Maintenant elle a 12 ans, donc c'est trop drôle. Et du coup, après, je me suis dit, mince, je sais pas trop ce que je veux faire encore, parce que même dilemme à chaque fois que tu finis, quand tu rentres dans le courant, tu te dis, faut que je finisse ça, et puis quand tu te retrouves face à l'immensité des possibilités, tu te dis, maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? Et je me suis dit, comme j'ai pas en tête vraiment un parcours défini, j'ai un peu des lacunes en anglais, j'avais pas un très bon niveau, la fac ne te forme pas trop à ça. Donc je me suis dit, autant se faire une année à l'étranger. Et moi, j'adore l'Angleterre. J'y étais déjà allée à 16 ans, 1 mois avec ma meilleure amie. On avait juste kiffé et tout ça. On avait vécu à Reading, donc une petite ville pas loin de Londres. Et on avait dû travailler parce qu'on avait dépensé tout notre argent. C'était vraiment, vraiment cocasse.
Et je me suis dit, j'ai vraiment envie d'aller vivre un an en Angleterre. Et le meilleur moyen pour y aller à moindre frais, c'est d'y aller au pair. Donc j'ai été un an au pair à Oxford. Et c'était une super expérience que je recommande vraiment. Il y a plein de choses à éviter évidemment quand on est au pair. Moi je conseille vraiment si on a la possibilité de le payer, mais vraiment c'est un luxe non négligeable. Je suis passée par une agence, donc c'était peut-être 300 € en tout, avec les assurances, les frais pour payer l'agence pour qu'eux ils fassent des recherches, mais ils font une mise en contact avec des familles. C'est eux qui s'occupent de faire le tri, et c'est surtout qu'on a affaire à des familles très sérieuses avec qui l'agence travaille depuis longtemps. Chaque année, ils cherchent des nouvelles au pair. Et j'ai pu trouver extrêmement rapidement une famille. J'ai jamais eu un problème. Tout était clair, défini, précis. J'avais un contrat, j'ai signé. Enfin, j'ai pas eu les problèmes parce que j'avais beaucoup fouiné à l'époque sur YouTube. J'avais beaucoup cherché. Et j'avais vraiment des retours ultra négatifs de personnes qui avaient eu des histoires horribles. Et je me suis dit, mais mon Dieu, je veux pas avoir ça. Donc j'avais vraiment pris les devants et j'avais mis le plus de chance derrière moi pour pas avoir des expériences désastreuses. J'avais pas envie de me retrouver avec mes valises au beau milieu de l'Angleterre toute seule parce que je m'étais fait chasser de ma famille, comme certaines au pair ont pu vivre comme expérience. C'était une trop bonne expérience. Et puis je me suis dit, bon, j'ai pas trop, je sais pas en même temps vraiment ce que je veux faire après. Donc malgré le fait que, enfin voilà, j'ai fait un an, j'ai pu méditer un petit peu, j'ai amélioré mon anglais, donc ça c'était un super truc. Et je me suis dit, bon, autant finir ton master, c'est intéressant, ça t'intéresse quand même globalement. La littérature, ça sert pour plein de choses, et la recherche, donc c'est ce que je fais aujourd'hui, un master en littérature, en lettres modernes, même si moi je fais du Moyen-Âge. C'est un peu le paradoxe, mais c'est très intéressant, ça t'apprend plein de choses sur la recherche de documents, sur la recherche documentaire, sur la rédaction, sur aussi une forme de rigueur que encore bancale, mais bon, c'est des choses qu'on apprend avec le temps. Et en parallèle de ça, le temps que j'avais en Angleterre, j'ai commencé à poster des dessins sur mon compte Instagram, du coup, Mikanke, qui veut dire Mikan en japonais, ça veut dire Clémentine. Donc c'était un petit clin d'œil à mon amour pour le Japon. Et j'ai commencé à poster des dessins sur Instagram à ce moment-là. Mais de manière très... voilà, je voulais juste partager des trucs que je faisais, des petites anecdotes de vie et tout ça. Et donc j'ai fait ça en parallèle et ça a commencé à bien me faire kiffer. Donc quand j'ai commencé mon master 1 du coup, bah je faisais ça en parallèle. Je postais régulièrement du contenu de dessin en parallèle de mes études et de mon job du coup de babysitter. Ok. Donc voilà. Donc t'as tout cumulé. J'ai tout cumulé. Ok. Et quand t'es arrivée dans ton master, ça va, ça s'est bien passé, tu as pas été surprise de quoi que ce soit? Bah en fait, j'ai fait toute ma scolarité du coup à Paris Diderot. Je connaissais déjà tous mes profs. Je connaissais l'environnement, je connaissais la manière dont les professeurs travaillaient, leurs attentes. J'ai pas été surprise, vraiment pas. Il y avait des cours que je trouvais peut-être un peu plus chiants, qui me passionnaient un peu moins. Il y avait quelque chose d'un peu plus théorique, qui avait beaucoup moins en licence parce qu'il y avait un enseignement très général, avec des choses très intéressantes sur l'histoire et tout ça, littéraire. Là, il y avait on passait une step au-dessus où il y avait beaucoup de théorie. On avait des enseignements très précis, très pointus, c'est normal, on est en master, donc il faut aller un peu plus en profondeur. Des choses qui m'intéressaient pas du tout et d'autres vraiment passionnantes. Et surtout, la grosse différence, c'est qu'on a beaucoup moins d'heures de cours pour travailler son mémoire à côté. Okay. Donc là, c'est ce que tu es en train de faire, c'est ça? Là, ce que je suis en train de faire, même si cette année, ça a été un peu chaotique avec les grèves, le coronavirus. Mais là, c'est ce que je suis en train de finir, malgré le fait qu'on soit en été, qu'on soit l'été, là, on est en juillet. Et j'ai eu tout mon emploi du temps qui a été un peu bousculé. Donc ma soutenance, c'est en septembre. Ok, normalement, ta soutenance, ça devait être en juillet? En juin. D'accord. Ouais. Okay.
Juste pour revenir un instant, ça t'a pas fait bizarre de reprendre tes études après avoir fait 1 an au pair? Non, pas trop. Comme j'avais déjà arrêté du coup après Après l'architecture, je savais que j'en étais capable de reprendre. Et je comprends tout à fait l'appréhension que peuvent avoir les gens à reprendre des études, parce que c'est vrai que au début, le rythme a été un peu... Le fait d'avoir beaucoup de temps libre, d'être dans un autre pays et tout ça. En revenir, mais en même temps, comme j'apprenais beaucoup de choses, que je revoyais des têtes que je connaissais déjà, j'ai perdu du coup beaucoup de camarades de promo avec qui j'ai fait toute ma licence, parce que bah, eux avaient continué, étaient partis dans d'autres parcours, ou bah, du coup avaient monté d'une année, donc j'avais plus de cours communs avec eux. Donc c'était un peu difficile, mais moi je suis assez sociable et en même temps je suis assez solitaire, donc ça me dérange pas de passer du temps toute seule. Et puis de toute façon on est très peu à la fac en master, on y va vraiment pour consulter des bouquins à la bibliothèque. Donc en vrai j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Comment t'as vécu le fait de partir de chez tes parents? Comme j'avais été en internat pendant 1 an, j'étais... Donc t'as fait ta terminale en internat? Non, j'ai fait ma seconde. C'était un peu particulier parce que j'ai fait ma seconde. Je voulais absolument faire du japonais. J'étais du coup en Normandie, dans une petite ville près de la mer. Et j'avais vraiment super envie d'apprendre le japonais parce que j'étais très intéressée par... je m'intéressais beaucoup à la culture japonaise depuis peut-être la sixième. À l'époque, tout le monde trouvait ça un peu étrange parce que ça n'a pas la popularité, la culture japonaise n'a pas la popularité qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas YouTube, tout ça. C'était très difficile, par exemple, de trouver des mangas ou des films japonais ou des animés, enfin tout ce genre de contenu qu'aujourd'hui est ultra populaire sur YouTube ou sur les autres réseaux. Donc j'ai voulu absolument apprendre cette langue et le seul lycée qui proposait ça c'était Cherbourg, donc je suis allée pendant 1 an à Cherbourg et après un concours de circonstances a fait que bah, j'ai arrêté l'internat parce que problèmes familiaux, enfin voilà, bref. Et du coup je suis revenue chez mes parents, enfin chez ma maman parce que mes parents se sont séparés à ce moment-là et du coup j'avais déjà fait cette séparation en fait. Je savais que j'étais capable de vivre 1 an en internat, même si on est en groupe avec d'autres gens et ça a fait un peu une sorte de deuxième famille. J'ai pas eu de problème à partir de chez moi. Au contraire, j'étais très contente d'aller à Paris parce que j'ai grandi en province. Je pense que toutes les personnes qui grandissent en province euh, ont des fois envie de grandeur, pas de grandeur, mais en tout cas, Paris fait un peu miroiter une indépendance, le fait de pouvoir aller au musée, le fait de pouvoir aller au cinéma, qu'à 19h, tous les restos et tous les commerces ne soient pas déjà fermés. Quand je reviens en Normandie, je suis toujours un peu... bon, bah là, j'ai envie qu'on aille acheter des fruits ou j'en sais rien. Ah, mais c'est fermé, là, le géant casino est fermé. Donc, j'avais vraiment envie de tout ça à cette époque-là. Donc la séparation n'a pas été difficile du tout. Ok. Et donc t'es arrivée, donc t'as pas eu ton appartement toute seule, t'as pas eu à vivre la solitude vraiment ou... Si, parce que du coup, mes grands-parents ont un appartement depuis longtemps à Paris. Mais eux sont à la retraite, donc ils sont pas là-bas. Ils viennent de temps en temps, et du coup, je suis avec eux de temps en temps. Mais globalement, j'étais toute seule dans leur appart. Donc voilà. Ok. Et ça t'a pas fait bizarre, ça, justement Okay. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais aimé savoir quand t'es sortie du bac, quelque chose qui t'a vraiment étonné ou qui t'a déplu là sur la vie étudiante, que ça soit d'un point de vue scolaire ou plus personnel? J'ai l'impression que moi, les plus gros problèmes que j'ai pu avoir vis-à-vis de... Pas de l'école, parce que bah, mes parents sont profs tous les deux, donc je pense que quand t'as des parents enseignants, t'as une bonne vision du système scolaire et tu sais un peu les failles et les limites que peut avoir le système éducatif français et en même temps la force qu'il peut avoir. Donc moi je pense que le plus gros problème que j'ai pu avoir c'était avec les conseillères d'orientation à l'époque qui m'ont pas vraiment bien conseillé, qui se sont juste arrêtés sur mes résultats scolaires et qui n'ont pas essayé de voir un peu ce qui me passionnait. Donc je pense que la chose que je retiens le plus c'est d'essayer de faire des études qui te font te sentir un peu vivante, quoi. En tout cas, que t'ailles pas tous les matins en chialant à l'école, quoi. Parce que ça peut arriver. Et du coup,
j'ai pas vraiment j'ai pas eu de problème d'adaptation à la vie au moment d'arriver dans ma vie étudiante. Voilà, je pense que c'est juste la seule grosse difficulté à laquelle je me suis confrontée, c'était juste de me rendre compte que ça me plaisait pas, et dans ces cas-là, la seule solution c'était arrêter et reprendre un autre truc l'année d'après, tout simplement. Alors tout simplement, dans mon cas c'était assez simple, et je comprends que ce soit difficile pour d'autres personnes, parce que ils peuvent être confrontés à leur famille qui n'est pas du tout d'accord avec ce changement de voie professionnelle, ou d'autres difficultés en tout genre. Moi, c'est vrai que j'avais la chance, et je l'ai prise, de m'arrêter, de réfléchir un petit peu et de recommencer. Okay. Voilà, pour moi, c'était ça le plus gros changement. C'était juste me confronter à mes désirs et à mes souhaits, ou en tout cas de me rendre compte, de réaliser ce que je n'aimais pas. En fait, je pense que c'est ça les études supérieures. Pour moi, ça a été réaliser qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, et ne pas continuer là-dedans, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement qui a fait un peu ce que t'es aujourd'hui, vraiment, que ça soit un enseignement ou plus des rencontres ou quelque chose, par exemple ton expérience au pair, est-ce que ça t'a marqué particulièrement sur qui tu es maintenant? L'architecture, du coup, c'est parce que ça a été, comme je me suis confrontée à une désillusion, ça a été ultra formateur, parce que je me suis rendu compte, voilà, quand il y a des choses qui commencent à ne pas aller, il faut pas tergiverser, il faut arrêter et se poser 2 secondes et puis recommencer. Donc ça a été ultra formateur de se rendre compte qu'on a échoué sur un plan, même si c'est juste un choix de carrière ou un choix d'études supérieures. Donc ça a été formateur. Sinon, en lettres, c'est l'autonomie qui, malgré tout, même si j'ai pas de difficulté vis-à-vis de ça, c'est quand même ne pas avoir une petite classe comme peuvent avoir les gens en prépa et tout ça, où ils se connaissent tous, ils se côtoient. Il faut aller plus en avant des gens, il faut un peu cultiver une amitié avec des personnes, et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu, pas de difficulté, mais j'ai moins de facilité avec ce genre d'exercice social. Voilà, l'autonomie, le fait de s'imposer par exemple dans une classe, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais le fait d'être à la fac, ça fait que des fois les professeurs ne te voient pas forcément. Moi, j'avais beaucoup de chance d'avoir, du coup, dans mon université, beaucoup de TD, alors que j'avais beaucoup moins de cours magistraux. Donc j'avais une majorité de TD, donc on avait quand même un rapport de classe, mais la plupart du temps les gens ne choisissent pas les mêmes menus que toi, et au final je voyais pas toujours les mêmes personnes, mais je me suis liée d'amitié avec 2-3 personnes avec qui on essayait de prendre les mêmes cours, et ça c'était vraiment important pour moi d'être accompagnée de personnes vraiment qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Et puis l'année au pair, qu'est-ce qu'elle m'a apporté sur moi et qui a construit la personne que je suis aujourd'hui? Je pense que ça m'a vraiment appris à gérer un peu mon stress et mon anxiété, et aussi sur le plan linguistique, ça t'apprend à te dire ok, je m'en moque que les gens, parce qu'en France on est vachement voilà, quand quelqu'un parle anglais, c'est il parle trop mal, ou oh elle parle trop bien, donc elle se prend pour je ne sais pas trop qui. Et là ça prenait à se dire ok, j'ai vécu j'ai vécu beaucoup d'expériences seule quand j'étais en Angleterre, donc je me suis dit je suis capable de voyager seule, je suis capable de me débrouiller totalement toute seule dans un pays où je ne parlais pas au début bien la langue. J'ai réussi à me débrouiller, à pas me perdre dans l'immensité anglaise. Du coup, j'ai pu voyager le week-end. Donc ça, c'est vraiment une super expérience, pas aventurière, parce qu'on est dans un univers assez similaire au nôtre. Mais il y avait cette idée de se dire, je me débrouille en solo. Et ça, c'était vraiment ultra formateur. De me dire, j'en suis capable, en fait. C'est vraiment ce truc qui changeait tout. C'est de me dire, ok, je suis non seulement capable de vivre seule, parce que j'ai déménagé loin de la Normandie, j'ai vécu seule à Paris, mais de faire le même parcours dans un pays étranger, j'en suis tout autant capable, et c'est grave cool. Donc ça veut dire que maintenant je suis capable de voyager partout dans le monde, de parler potentiellement une langue que beaucoup de personnes parlent,
et j'en serais capable. Et ça a été vraiment un grand changement et j'appréhende beaucoup moins ce genre de voyage. Parce que je suis assez stressée, je suis assez anxieuse et ce genre de choses, je l'ai beaucoup moins. Pour revenir sur la place de l'amitié dans tout ton parcours, donc effectivement t'as changé, t'as dû te réadapter, rencontrer de nouvelles personnes, quelle place ça a joué? Les gens que j'ai rencontrés en architecture, j'avais un bon ami. Et en fait, le temps, le fait de plus avoir les mêmes parcours de vie, tout ça, ça a fait que on s'est éloignés, on se parle plus vraiment maintenant. Et sinon, en lettres, j'ai rencontré, il y avait exclusivement des femmes. Donc, j'ai, au lycée, j'étais plus amie avec des garçons parce que j'étais en série scientifique, je pense, et que j'avais peut-être plus d'affinité à cette époque-là avec des garçons de mon entourage. Et du coup, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Et je me suis liée d'amitié vraiment avec 2-3 personnes de manière vraiment intime. Et c'était vraiment. Et c'est toujours mes amis aujourd'hui. Donc ça avait vraiment joué un rôle dans ma scolarité parce que d'avoir un soutien euh, amical, c'est vraiment important. Et en même temps, c'est pas essentiel quand on a un caractère assez solitaire comme le mien, parce que je vis pas extrêmement mal le fait par exemple de manger toute seule le midi entre deux cours ou des trucs dans le genre. Il y a des gens qui le vivent très très mal. Moi ça va, c'est pas un problème. Donc si je mangeais pas tous les jours avec mes copines, il n'y avait pas de souci. Donc aujourd'hui voilà, par exemple je voudrais l'année prochaine faire de l'illustration et je vais pas pouvoir avoir l'argent de me payer un studio pour le faire. Donc je vais travailler de chez moi et j'ai pas d'appréhension vis-à-vis de ça. En parlant d'illustration, justement, quelle place, à partir de quand ça a pris autant d'importance que ça a maintenant dans ta vie? Du coup, entre le M1 et le M2, donc l'année dernière, je me suis dit, il faut que je me trouve... je voulais avoir un métier et faire de l'illustration à côté. Et c'était plus ou moins ce que me conseillait ma famille en général, notamment mon père qui est beaucoup plus conservateur que ma maman. Ma mère, elle était plutôt partante sur l'idée de tenter au moins une année ou deux, puis de voir, et puis dans ces cas, de reprendre, de passer un concours par exemple. Parce que c'est vrai que quand on fait des études de lettres, on se destine plus ou moins au concours de l'enseignement. Donc pour devenir prof. Et beaucoup de personnes dans mon entourage, beaucoup d'amis de promo, voulaient faire ça. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais commencer à préparer le concours. Donc je commençais à prendre des cours pour faire ça. Donc des cours d'ancien français, des cours de stylistique, tout ça. Donc des choses très pointues quand même. Et donc c'était au début de mon M2. Et en fait, je me retrouvais pas du tout, encore une fois, dans tout ce que les gens... Enfin, j'étais vraiment en décalage avec les camarades qui préparaient ces examens. Ce concours, pardon, c'est pas un examen. Et je me disais, mais mince, je veux pas faire ça. Et j'ai vraiment été extrêmement mal tout septembre. Je pleurais quasiment une fois par semaine. Et je me disais, mais je veux pas faire ça. Je devais rendre des devoirs de manière hebdomadaire. Et je le vivais très très mal. Parce qu'à côté, je pense que je commençais à me rendre compte que l'illustration me plaisait énormément. J'avais des projets que je commençais à lancer en illu. J'ai commencé à rencontrer des gens aussi par rapport en lien avec mon compte Instagram. J'ai rencontré par exemple Elise du coup. Avec qui on a commencé à dessiner des trucs, enfin on a commencé à discuter, et puis elle a un autre parcours scolaire aussi, donc ça fait que de rencontrer des gens qui sont pas dans le même univers que le mien, parce que je travaillais plutôt, j'étais en études avec que des gens qui voulaient faire prof, donc je me disais mais non, je veux pas faire ça. Et au final j'ai arrêté la formation pour passer le concours de professeur de français, et je me suis dit ok, là cette année tu bosses à fond sur l'ILU. Donc c'est ce que je fais depuis la rentrée scolaire, à côté de mes études. Et tu t'y retrouves, tu te vois là-dedans après? Ouais, vraiment. Parce que là, du coup, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma bouée de secours.
parce que sinon je pense que l'année aurait été extrêmement difficile. En même temps peut-être plus simple parce que j'aurais passé plus de temps sur mon mémoire et je serais peut-être pas en juillet à devoir rédiger 5 pages par jour pour finir mon mémoire. Mais au final j'avais ce petit souffle un peu artistique que finalement, enfin j'aurais dû me rendre compte depuis le début que c'était ça que je voulais faire en fait. Okay. Et mon parcours de vie a fait que je m'en suis rendu compte que très tardivement. Pour revenir juste sur ton mémoire, c'est quoi le thème de ton mémoire ? Alors, donc l'année dernière, j'ai pris la décision de travailler sur le Moyen-Âge. Alors, c'est peut-être étonnant pour plein de personnes, mais j'ai eu une professeure incroyable. Et toutes les profs que j'ai eues qui parlaient du Moyen-Âge, c'était vraiment de vraiment très bonnes professeurs qui arrivaient à vraiment transmettre leur amour pour cette époque. C'était des femmes vraiment incroyables et très intelligentes, très cultivées et surtout qui faisaient des ponts aussi avec l'époque contemporaine, ce qui n'est pas évident parce qu'on peut se dire bon, c'est des personnes très ancrées dans leur époque et qui sortent pas et qui restent vraiment dans cet endroit-là. Et pourtant c'est une période très charnière dans laquelle on retrouve beaucoup de choses qui ont été construites pendant l'Antiquité. Mais en même temps, c'est très formateur pour toutes les époques à venir et les époques qu'on a l'habitude plutôt d'étudier au collège, au lycée et à l'université. Donc le 19e siècle, enfin le 18e, 19e siècle, c'est des choses qu'on a étudiées beaucoup plus souvent. La littérature contemporaine, c'est vraiment un domaine... c'est le domaine peut-être le plus accessible et en même temps le plus demandé du coup. Et en fait, j'ai fait un peu la stratégie de prendre une prof qui avait moins d'élèves sous sa direction parce que je savais que j'allais avoir un rapport assez privilégié avec elle et du coup elle ne s'occupait que de peut-être 10 personnes, non plutôt genre 8 personnes grand max en master en M1 et M2. Et ça, je pense que c'est très important d'y réfléchir quand on choisit... Alors, il faut choisir non seulement une période qui t'intéresse, mais également prendre une prof avec laquelle ça va bien fitter. Parce que j'ai des camarades de promo qui ont eu des profs... Enfin, c'est pas des profs horribles, mais en tout cas, ça a pas matché du tout. Et en fait, c'était des personnes qui avaient peut-être 20, 30 personnes à corriger. Et humainement parlant, la personne ne peut pas s'investir autant dans le mémoire d'une personne que dans le mémoire d'une autre. Et il suffit qu'il y ait un peu d'affinité avec le sujet d'une personne, par exemple, qui parle, je sais pas, moi, j'ai aucune idée de mémoire que peuvent prendre les personnes qui étudient le 19e siècle, par exemple, mais je sais pas, sur Victor Hugo, j'en sais rien. Enfin, bref. Ouais, c'est ça, le 19e siècle. Bon, bref. Comme j'étudie pas du tout ces périodes-là, et bah, au final, j'ai privilégié une prof avec laquelle je pourrais avoir un rapport très humain, avec laquelle je pourrais parler du coup des problèmes que je peux rencontrer et qui pourrait me guider un peu dans la rédaction de mon mémoire. Donc j'ai choisi ça, donc j'ai travaillé l'année dernière sur Chrétien de Troyes et sur la tristesse, la représentation de la tristesse dans l'œuvre de Chrétien de Troyes. Donc ça me permettait d'étudier la sociologie, parce que l'histoire des émotions, c'est une discipline assez récente dans l'histoire littéraire. Ouais, c'est ça. Et j'ai pu étudier du coup un peu de psychologie, mais entre grandes guillemets. Et j'ai vraiment kiffé un peu pouvoir avoir un mémoire avec laquelle je puisse aborder beaucoup de choses différentes. Et c'était vraiment un sujet très intéressant. Ça a été difficile comme tout travail rédactionnel parce qu'il faut pouvoir un peu vomir toutes les informations que tu as pu accumuler dans l'année. Et donc, quand il a fallu choisir un autre sujet pour le M2, parce que moi, dans ma fac, on doit prendre un nouveau sujet chaque année. Il y a certaines personnes qui ont juste un mémoire pour son master, mais moi, il fallait en choisir un nouveau. Donc, je me suis dit, tiens, la sexualité, ça m'intéresse bien. Je voulais rester en Moyen-Âge parce que j'appréciais ma prof et que j'avais pas envie de chercher aussi d'autres professeurs. C'était un travail un peu long et un peu fatigant. Et puis, quand ça se passe bien avec ta prof, est-ce que ça sert à quelque chose de changer ? Pas forcément. Donc je me suis dit, tiens, la sexualité, ça m'intéresse bien. La sexualité féminine, parce que je suis féministe et que c'est des choses qui sont assez peu étudiées encore. Et j'avais envie de m'intéresser à un genre littéraire qui est pas le plus connu en même temps qu'on étudie en littérature, qui sont les fabliaux. Donc c'est des petits poèmes, c'est pas vraiment des petits poèmes, mais c'est des petits récits en vers,
qui ont été écrits entre le XIIIe et XIVe siècle. Et je me suis dit, parce que c'est des petits récits très érotiques, avec du contenu très obscène, et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir étudier la représentation de la sexualité féminine dans les fabliaux, parce que, évidemment, la sexualité féminine ne peut pas être celle qui est mise dans ces récits, parce que on montre pas le vrai dans la littérature, on montre qu'une représentation. Et comme ce sont des hommes qui écrivent ces textes, il y a en plus le biais masculin qui ne voit peut-être pas ce que peut ressentir une femme ou en ressentant du plaisir. Donc c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup et dans lesquelles j'ai appris beaucoup de choses et je suis en train de devoir mettre en forme tout ça, mais c'est très intéressant et j'ai pu rattacher ça à l'histoire, à... La question du viol va être abordée par Clémentine dans les minutes qui vont suivre. Si le sujet te dérange, je t'invite à aller à la 43e minute. Mais aussi à tout ce qui est la loi, parce que dans ces textes-là, il y a des choses un peu qu'on pourrait aujourd'hui qualifier de viol, mais qui à l'époque n'étaient pas considérées comme telles. Donc ça peut être intéressant justement, et j'ai pu faire des parallèles avec justement la loi à l'époque au Moyen-Âge sur le viol, sur ce qui était déterminé comme, enfin, qui était qualifié de viol à cette époque-là. Et dans une troisième partie, je fais quelque chose, je fais une étude diachronique, donc dans le temps, et je vois comment mon siècle a eu une place dans l'histoire en général. Et du coup, je vois comment la représentation du coup de la sexualité féminine au Moyen-Âge n'est peut-être pas si différente de celle qui était durant l'Antiquité, ou en tout cas il y avait des prémices déjà à cette époque-là, et comment cette représentation a évolué et aujourd'hui est celle que l'on a aujourd'hui. On voit des similarités, et c'est assez glaçant, assez triste aussi. Est-ce que tu as un exemple frappant Je vais peut-être rentrer dans des choses très littéraires qui va peut-être plomber tout le monde, mais sur ce qui est du male gaze, qui est une théorie autour de la manière dont les hommes peuvent filmer, par exemple, des scènes. La chose la plus évidente, c'est quand il y a une scène, par exemple, de viol dans les films ou dans la littérature. À la fin, on peut donner au personnage féminin du plaisir. Alors que quand on est violé, on ne ressent pas plaisir à la fin. Ça, c'est une construction, c'est une représentation de la sexualité de la femme. Et ça, c'était déjà le cas au Moyen-Âge. Parce que souvent, quand il y a des situations, par exemple, la jeune fille se réveille, il y a un garçon qui la pénètre, à la fin du récit, la fille ressent toujours du plaisir. Et ça, c'est une chose qui a perduré dans le temps. Et qui aujourd'hui est bien ancrée. Parce qu'aujourd'hui, dans la culture du viol, un cliché, un mythe, c'est la femme violée ressent du plaisir. Donc ça, c'est intéressant à étudier et c'est ce que je fais dans ma troisième partie de mémoire. Okay. Est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu as déjà eu envie de faire des parallèles entre la littérature et ce que tu étudies et l'illustration ? Ma prof m'a dit, mais pourquoi t'as pas fait un truc justement en lien avec l'illustration ? Parce que j'ai une camarade qui a regardé les adaptations moyenâgeuses dans les bandes dessinées. Et je sais pas pourquoi j'y ai pas réfléchi, j'ai pas pensé du tout. J'ai plutôt pensé dans le sens inverse en fait, d'utiliser ce que j'ai appris à la fac ou la littérature en bande dessinée, mais pas dans l'autre sens, trop étrange. Okay. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'adapter des choses que j'ai pu apprendre et je pense que d'ailleurs mon mémoire va servir... tu veux faire de la vulgarisation. Voilà, c'est ça. Donc je pense que je vais utiliser un peu tout ce que j'ai appris pour faire une série de posts, peut-être même un zine à ce propos-là, sur la sexualité de la femme au Moyen-Âge, mais comme j'ai pu étudier ça dans le temps, peut-être faire des parallèles aussi avec aujourd'hui sa représentation. Donc ça va être intéressant à faire et en même temps c'est lourd comme sujet évidemment parce que quand on parle de violence sexuelle c'est extrêmement lourd et il faut prendre des pincettes et c'est pas prendre des pincettes mais en tout cas il faut pouvoir appréhender le sujet avec beaucoup de délicatesse et c'est un travail assez difficile et puis c'est des thèmes assez violents aussi quand on est une femme. C'est pas évident toujours de les appréhender. Comment tu as évolué au niveau de tes valeurs et tes engagements personnels ou tes idées pendant cette période ?
Enfin, moi, je sais que c'est une période quand même où tu remets beaucoup de choses en question. Donc... C'est vrai, t'as raison. Je pense que quand on parle pour le coup, le féminisme, c'est amusant parce que je réfléchissais à quand est-ce que j'ai commencé à être féministe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment eu de début marqué parce que j'ai toujours grandi, donc quand j'ai grandi en province, j'étais dans un environnement où il n'y avait pas vraiment de... J'ai pas ressenti de discrimination en lien avec mon sexe. Parce que j'avais des camarades de classe. Moi, j'étais pas très sportive, par exemple, mais j'avais des copines qui étaient tout aussi sportives que des garçons. Et par exemple, cette discrimination-là, qu'il peut y avoir un peu de oh bah les filles, elles peuvent pas jouer au foot, il n'y avait pas. Parce que j'avais beaucoup d'amis qui jouaient au handball, par exemple. Euh, et, euh, et donc, j'avais pas cette discrimination-là. La discrimination qu'il peut y avoir à l'école, je l'avais pas non plus, parce que les meilleures de la classe étaient aussi des filles. Donc en fait, moi, je me suis retrouvée projetée, par contre, à Paris. Et là, je me suis confrontée d'un seul coup à la violence que peut faire ressentir la ville sur une femme. Sur un seul coup, de me dire, ok, je suis en insécurité, il est 23h, je suis en train de rentrer de l'école, et là, j'ai peur, et là, je suis pas bien, et là, je me fais regarder, reluquer, emmerder dans la rue. Et je pense que là, ça a été une grande claque en pleine figure. Donc là, je pense qu'à partir de là, j'ai commencé un peu à me dire, c'est pas normal. Et progressivement, avec le temps, je me suis intéressée à tout ça. Quand on étudie dans ma licence, j'ai aussi étudié la sociologie féministe. Donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ça parce que j'ai lu des textes qui en parlaient. Et puis je pense que YouTube, les podcasts et tout ça, ça avait aussi qu'accentuer, m'a donné encore plus de matière à mon engagement, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu tout ce cumul-là qui fait que je suis vachement plus engagée à ce sujet-là. Oui, parce que tu fais quand même beaucoup d'illustrations qui sont engagées. Et... Ouais, bah c'est vraiment un... J'ai vraiment l'envie d'utiliser l'illustration comme un support pour diffuser des messages. Est-ce que tu as confiance en l'avenir ? Là, comment tu vois la suite ? Donc l'année prochaine, tu vas avoir beaucoup de changements. Ouais, donc moi je vois rarement la vie plus loin, plus loin que 1 an ou 2, grand max. Parce que, comme je t'ai déjà dit, je suis assez angoissée et de voir l'avenir dans 10 ans, ça me terrifie un peu. L'espoir dans l'avenir, je sais pas, à la fois oui parce que je suis optimiste et à la fois la conjoncture actuelle fait que c'est un peu stressant quand on commence sa vie professionnelle l'année où on est en train d'être en crise quand même. C'est pas évident. Donc j'ai un peu de stress vis-à-vis de ça et je me dis en même temps il faut que je tente absolument parce que si j'essaye pas j'aurai des regrets. Donc j'avance un peu, pas tête baissée, mais j'avance comme un bélier. Je regarde que très peu, juste 1 mètre devant moi. J'essaye pas de voir plus loin, quoi. Et d'un point de vue professionnel, donc tu veux te mettre à ton compte, ouais, il faut que je regarde un peu. Je me suis pas encore intéressée à tout l'aspect juridique pour l'instant, ou plutôt... ouais, c'est juridique. Oui, juridique. Ouais, tout ça, un peu... il faut absolument que je régularise un peu tout ça parce que pour l'instant j'ai pas encore à me confronter à ça parce que j'ai pas eu encore à remplir des fiches de paye et tout, pataquès. Donc en septembre je dois absolument prendre 1 mois où il va falloir que je taffe à fond sur le freelance, que j'étudie un peu les meilleurs parce qu'il y a plusieurs statuts différents quand on fait de l'illustration et je dois absolument regarder un peu lequel peut être le plus avantageux pour moi. Donc voilà, ça va être à mon compte, peut-être du freelancing, peut-être un statut d'artiste-auteur, mais faut que je vois ce qui m'apporte le plus en fait. T'as jamais eu peur des responsabilités étant donné que t'as toujours travaillé dès ta première année d'études, ou c'est quelque chose qui te fait encore peur maintenant ? Quand tu dis responsabilité, tu entends quoi ? Par rapport au travail, par rapport à tout ce qui est indépendance financière et... ou même t'as déjà été confrontée à travailler dans une équipe ou... Alors ça par contre ça m'angoisse, de travailler en équipe et tout ça, j'aurais jamais été faite pour une vie de bureau. Enfin j'espère que j'aurais, peut-être que si hein, mais c'est un truc en tout cas qui me fait un peu peur, la vie de bureau. J'aime bien avoir une indépendance quand même, et c'est trop drôle parce que plus j'avance plus je me dis mais j'aurais peut-être pas du tout été faite pour être prof parce que
Mais en même temps, il y a le côté de donner des cours, donc c'est un peu différent quand même que de travailler derrière un bureau toute la journée avec des collègues et tout ça. Ça m'aurait peut-être un peu plus angoissée parce que j'aime bien avoir des horaires pas fixes. Et ce cadre-là peut un peu m'effrayer pour le coup. Ça aurait peut-être été un peu difficile. Bon, je pense que je me serais adaptée comme toujours, mais j'aime bien avoir la liberté quand même qu'offre le freelancing, par exemple. Pour les responsabilités, non, j'ai pas vraiment peur de ça. Et pour la stabilité financière, peut-être un peu plus. Mais comme j'ai la chance d'avoir quand même ma mère qui est assez derrière moi quand même, elle me pousse vraiment à faire ce que j'ai envie. Je sais que j'aurai un petit peu de soutien si jamais c'est difficile. Et puis sinon, moi je suis pas quelqu'un d'extrêmement dépensière. Bon, un peu aussi, mais je me satisfais quand même du minimum. Je vais pas faire du shopping tous les 4 matins parce que c'est pas du tout dans ma philosophie de vie. La seule chose qui me fait kiffer, moi, c'est les restos et la nourriture. Donc, donc voilà, à part ça, j'ai voilà, mes appréhensions vis-à-vis de ma stabilité financière, elle est un peu au-dessus de moi. J'essaye de m'en détacher légèrement au début parce que je me dis ça peut pas arriver tout de suite. Il va falloir travailler pour, mais si je commence à m'angoisser, ça va servir à rien, ça va être beaucoup de temps perdu. Et là, tu vois, le travail que j'ai pu faire sur mon angoisse, c'est que quand toute l'année de au pair, j'ai pu travailler un peu ça parce que je me dis ça sert à rien de me miner sur le futur alors que je peux juste travailler pour éviter d'arriver à une situation qui m'angoisse. Donc j'essaye de relativiser sur ça. Et puis pour les responsabilités, j'ai pas vraiment peur des responsabilités parce que voilà, j'ai 2 petites sœurs assez jeunes. Nos parents nous ont éduqués à être ultra indépendantes et pas avoir peur de prendre les rênes d'une situation. Donc ça, c'est pas un truc du tout qui me fait peur. Mais j'ai l'impression que tu as passé cette période quand même de façon relativement sereine et que, enfin, d'après ce que tu dis, là, j'ai l'impression que ça s'est quand même bien passé pour toi, même s'il y a eu un peu des virages à droite et à gauche. Je pense que tu as raison. Je pense que les plus gros bouleversements qu'il y a pu avoir, c'est en moi, avec justement des remises en question. Mais globalement, ça s'est peut-être pas extrêmement ressenti sur les choix que j'ai pu prendre, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'uniformité. Et en même temps, quand il faut justifier un peu ces revirements de situation, par exemple dans un CV ou j'en sais rien, au début j'avais des appréhensions quand même de devoir expliquer voilà, j'ai fait un petit semestre d'architecture et puis après je suis allée en lettres et puis après je suis allée au pair et puis après je suis revenue en lettres et puis maintenant je vais faire de l'illustration. Et en fait c'est terrible, mais j'ai l'impression que la société nous apprend à très vite choisir une voie et à s'y fixer, et que dès qu'on a un peu une personnalité où on n'est pas sûr en fait, parce que ça arrive en fait de pas savoir ce qu'on veut faire quand on sort du lycée. C'est tout à fait normal en fait, parce que le lycée, le collège nous fait pas voir tout le monde en fait qu'il peut y avoir, toutes les possibilités. On a vu qu'une toute petite infime partie du domaine éducatif par exemple, ou en tout cas on n'a aucune vision du monde professionnel, on n'a pas de vision du monde extérieur en général, parce qu'on a souvent grandi dans le même endroit où on a fait on a fait le collège, le lycée, l'école. Donc on a un environnement très limité, on a du coup on a une connaissance aussi assez limitée, et c'est normal en fait quand tu découvres autre chose de réaliser que c'est pas ce qui te convient. Et c'est ok de changer. Et, et du coup, je pense que les plus gros bouleversements qu'il y a pu y avoir dans ma vie, c'était juste interne. Ça s'est pas trop ressenti dans mes choix, parce que j'ai toujours su les justifier, parce que j'ai pu expliquer assez en prenant du recul sur ce que je voulais faire. J'ai su justifier en fait ces changements là. Et même si ça semble peut-être un peu un parcours hétéroclite, au final c'est que des connaissances que j'ai pu accumuler. Et au final, est-ce qu'on peut considérer quelque chose d'hétéroclite quand c'est juste j'ai appris plein de choses en fait, donc c'est grave cool. Je connais plein de trucs. En sciences, j'ai fait de la géologie qui me passionne de fou parce que mon grand-père est géologue. Mais j'ai aussi étudié un petit peu les gènes, les trucs comme ça. Donc je connais un peu ce genre de choses. J'ai un peu tâtonné. J'ai du coup un grand bagage d'études littéraires.
et ça c'est aussi un super truc, très, très intéressant. Quand j'ai fait un semestre d'architecture, c'était très court certes, mais grâce à ça, par exemple, je sais coter des plans, par exemple, quand il faut rénover, je sais pas, une pièce ou sa maison, bah je saurais faire ça. Je sais monter des choses parce que, bah... Enfin, je sais par exemple faire des petits travaux manuels parce que bah, quand tu dois faire une maquette, bah tu dois un peu te réfléchir à comment tu colles des choses par exemple pour faire une forme. Donc en final tout se retrouve et je trouve que finalement il y a une forme d'uniformité malgré le fait que ça donne l'impression que c'est un peu fouillis. Est-ce que tu as l'impression d'être adulte ? Oui, bah moi j'ai eu l'impression d'être adulte très jeune, à 16 ans, donc peut-être que j'étais pas, je pense que j'étais pas du tout adulte à cet âge-là, mais j'ai été assez rapidement, je me suis sentie assez rapidement mature. Alors peut-être que c'était pas vrai, mais en tout cas moi j'avais le sentiment d'être en décalage avec beaucoup de gens de mon âge à cette époque-là. Et aujourd'hui c'est moins le cas, et peut-être que c'est parce que tout le monde est en train de... J'ai pas envie de paraître prétentieux du tout, mais j'ai vraiment senti un décalage très jeune avec les autres, et j'ai eu l'impression très jeune d'être adulte. C'était vraiment peut-être un sentiment, et c'est peut-être pas la réalité, mais aujourd'hui je me sens adulte, et peut-être comme je l'étais il y a 5 ans par exemple. Ok, très bien. Est-ce qu'on s'arrête là ? Ouais, si tu veux. Bah écoute, merci beaucoup. De rien. Merci à Clémentine d'avoir accepté l'invitation. J'espère que la conversation t'aura plu. Je t'invite à suivre Clémentine sur ses comptes que tu trouveras dans les notes du podcast. Merci d'avoir partagé cette discussion avec nous et d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me suivre sur Instagram du podcast, Nos Avenirs tout attachés. Si vous souhaitez découvrir la suite, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain épisode.